Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Point 7. Nous sommes encore ensemble ce vendredi pour tirer les conclusions de cette semaine qui s'achève. Plusieurs sujets ont fait l'actualité durant des jours et nous voici au vendredi soir. Pour en parler avec moi en studio, Herman Aniambosou, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour amis auditeurs de Diaspora FM et de tous les canaux digitaux de cette radio. Est-ce que j'ai pas oublié un prénom? Herman Parfait Kodjo Adeomo Aniambosou. Ah d'accord, voici donc l'état civil entièrement et bien décliné. Merci beaucoup, je ne pourrais pas vraiment tout réciter comme vous. Allez, en face de vous, comme tous les vendredis maintenant, Emmanuel Tambéré, bonjour. Bonjour M. Peggy, bonjour à tous les auditeurs, à tous les internautes et à la diaspora. Est-ce que vous savez que votre nom peut semer la confusion, on va dire, pour ceux qui ont fait les pays tempérés? Oui, je le sais très bien parce que parce que mon nom c'est TA, mais je vous assure que tout le monde l'écrit avec TE et je corrige je suis parfois fatigué. Oh là là. Je me rends compte que c'est en fait l'idée tempérée est derrière la tête et quel que soit ce que j'ai dit, on m'écrit toujours mon nom avec même la rédaction, on est tombé dans le piège plusieurs fois. Donc, ce n'est pas vous seul, je vous le dis, ça c'est mon quotidien. Donc, je me rends compte que c'est peut-être ça qui influence l'écriture de mon nom. Vous-même, est-ce que vous avez des origines de pays tempérés? Bon, plus ou moins. Je suis dans le Rhône là-bas. Et donc, la neige vous visite souvent? Chez nous là-bas? Oui. Non, c'est la matin qui est assez drue. Exactement. Il faut être garçon pour supporter la matin. Il faut aussi être garçon pour supporter la chaleur. Donc c'est une forme de pays tempéré aussi. Hein. Plus ou moins. Merci beaucoup. Allez, cette digression pour rentrer dans le vif du sujet. On va parler un peu de la sortie de l'homme qu'on ne présente plus. Cette semaine, il a été reçu par nos confrères de TVC, Télévision Carrefour et de BIP FM. J'ai nommé Candide Azanaï, le leader de Restaurer l'espoir, on va dire, l'un des résistants. L'un des derniers résistants qui nous reste au Bénin, comme il se plaît à le dire. On l'a suivi, c'était vraiment un discours, pas un discours, mais un entretien fleuve, puisque il est allé quand même dans pratiquement tous les sens, et c'était peut-être encore une fois, comme il a commencé à donner, et bien sûr, l'habitude aux citoyens béninois en honneur de l'anniversaire de sa démission du gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Candide Azanaï était quand même dans son élément? Oui, pour quelqu'un qui a suivi Candide Azanaï, tant dans la gestuelle, dans les comportements, dans les messages, dans les mimiques, y compris les mots qu'il a su utiliser pour passer son message, on ne peut pas dire que l'homme n'a pas atteint sa cible. On ne peut pas dire que Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'espoir, celui qui dit qu'il ne fait plus de l'opposition mais qu'il fait de la résistance. Il a expliqué d'ailleurs pourquoi on parle de résistance désormais. Celui-là, on a beau détester sa calvitie, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de la rhétorique, il a le sens de la répartie. Il a aussi le sens de la chronologie dans les faits. Et on sent que c'est quelqu'un qui n'agit pas pour agir. Tout ce qu'il fait est calculé, chronométré. Et je pense même que cette émission qu'il organise chaque 27 mars pour marquer sa rupture, avec la rupture de Patrice Talon, c'est une émission qui, ma foi, vient un peu clarifier certains concepts que l'homme a tout le temps véhiculés, mais qui font que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je pense que pour ce que j'ai vu de Candide Azanaï, je lui conseillerais souvent d'opter pour des émissions télévisuelles. Parce que quand vous le suivez dans les gestuels, dans tout ce qu'il a comme mimique et tout,
on comprend mieux ces mots. À la radio, on ne fait que l'écouter, mais à la télé, on suit l'homme. On suit l'homme dans tout ce qu'il a. Il était à la télé, puisque la caméra était là, la caméra de TVC. Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis que quand je l'ai suivi pour cette émission-ci, j'ai eu le temps, pour moi qui suis spécialiste de la sémantique et tout, de comprendre à peu près ces mots, de mieux comprendre la position de l'homme. Quant au contenu de son message, je pense qu'on pourra y revenir. On y reviendra, le temps pour nous de prendre l'avis général de Emmanuel Tambéré sur cette sortie qui, une fois encore, aura quand même valu son pesant d'or. Est-ce que vous allez me démentir? Non, pas du tout. J'ai un frère qui est hors du pays, qui l'a écouté, qui m'est revenu en me disant qu'il ne sait pas pourquoi il a du plaisir à l'écouter, même s'il ne l'aime pas beaucoup. Donc, vous voyez que ça veut dire que le message, quelque part, a été assez logique. Candidat Azanaï, depuis des années, on peut le reprocher de beaucoup de choses, mais vraiment, on sent une logique dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il prône. Et voilà, quelque part, c'est un homme atypique, c'est un homme politique à part dans la classe politique. Et bon, avec pas mal de déceptions aussi de la part de la population à son égard, mais on sait quand même que c'est quelqu'un qui, voilà, je me dis quand même que il est assez perfectionniste pour être politicien. Ouais. Il est assez perfectionniste pour être politicien, pour reprendre vos thèmes. Mais Emmanuel le parfait Alain Bossou, qu'est-ce qui vous aura marqué dans cette sortie, celle qu'il vient d'avoir? Quand vous suivez Candidat Azanaï, tout de suite, le principe qu'il pose est bien perçu et bien percuté par ma modeste personne. Il dit, je n'ai rien contre Patrice Talon, contre la personne de Patrice Talon. Et quand vous suivez son raisonnement du début jusqu'à la fin, moi j'ai suivi l'émission qui a été diffusée sur sa page, sur son compte YouTube, en trois différentes parties. J'ai passé tout le temps qu'il faut pour suivre l'émission de bout en bout. Vous sentez que ce n'est pas la personne de Patrice Talon qui dérange Candidat Azanaï, mais que c'est un certain... C'est les actes qu'il a posés. C'est pas tous les actes. Certains actes qu'il a posés. Et il nous dit... Quel acte, il le dit assez bien. Allons pas à part. Quel acte, par exemple? Il dit la remise en cause des principes. De certains principes, la remise en cause du jeu démocratique. Il dit, écoutez, la conférence nationale pour moi, c'est pas une option, c'est un principe. C'est la principale, c'est-à-dire que c'est pas négociable. Il dit qu'on ne peut pas remettre en cause tout ce qui a été retenu à la conférence nationale parce qu'on, soit dit en passant, on souhaite, revoir le jeu démocratique. Vous savez, là, est-ce qu'il est dans le vrai? Est-ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a remis tout de go les grands principes de la conférence nationale en cause? Ce qui est clair, Patrice Talon n'a pas de lui-même, de lui seul, remis en cause tout ce qui a été arrêté à la conférence de février 1990. Il a fallu que des députés au Parlement lui donnent leur accord pour qu'il le fasse. Il a fallu quand même qu'ils en discutent aussi. Vous savez, ce que moi je dis, c'est aussi clair. Parler de la conférence nationale aujourd'hui tel qu'on en entend parler aujourd'hui, moi j'ai quelques pincements au cœur, parce que enfant né pendant la Révolution, ayant étudié l'école nouvelle, ayant eu le CFEB, ayant vécu certaines choses dans mon quartier à Gotikon, que tout le monde connaît, vont avant Joli Cœur, aller vous renseigner là-bas, demandez à voir Gentil. On va Gentil, non, c'est ma maman s'appelait Gentil, non, c'est moi qui parle. On a vécu. C'est le fils de Gentil, non? Oui, c'est moi Gentil et c'est ma maman qui est Gentil, non? Ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça m'appelait. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez vécu certaines choses, tout ce qui s'est passé pour qu'on aille à cette conférence nationale-là, vous vous demandez comment on peut se lever comme ça et tout remettre en cause. Bon, il a fallu qu'on soit à la veille de cette élection maintenant pour voir certains partis politiques célébrer la conférence nationale avec face et tout. Mais je pense que on devrait retourner à certains fondamentaux de cette conférence-là. D'ailleurs, Candidat Azanaï appelle à un dialogue national inclusif. Il dit non, qu'il ne parle pas d'assises nationales, mais dialogue national inclusif. Que si on l'invite à ce dialogue-là, il y sera. Pour ma part, je pense que l'homme, il n'a pas fait que critiquer,
mais il a également fait des propositions alternatives. Et si ces propositions sont prises en compte, je pense que c'est pour le meilleur des mondes, c'est pour que le Bénin s'emporte mieux. Si malheureusement c'est pas pris en compte, on sera là à tout constater, on sera là à assister à tout ce qui aura comme desiderata, tout ce qui aura comme imposition. Et comme on l'a dit, on va juste accepter, on ne pourra rien faire. Emmanuel Tambéré, vous semblez avoir quelque chose à dire par rapport à la remise en cause de certains principes de la conférence nationale par le gouvernement actuel. Oui, moi, comme le disait M. Mann tout à l'heure, vous voyez, c'est cette année même qu'on va dire qu'il y a eu un peu de bruit autour de la conférence des forces vives des nations. Les 35 ans. 35 ans. Et moi, j'ai eu l'opportunité de suivre un colloque de l'Église catholique, et c'est là, moi, je me suis rendu compte que, en fait, on ne connaît pas grand-chose. On croit qu'on connaît la conférence des forces vives des nations, mais on ne connaît pas. Il y a encore des informations, il y a beaucoup de choses qui devraient être... La conférence cette conférence-là, je pense que c'est un joyau de notre pays. C'est quelque chose pour laquelle on devrait s'enorgueillir, parce que ça fait... ça a été un modèle que plusieurs pays dans l'Afrique, plusieurs pays africains ont copié. Et donc, pour quelque chose de ce genre, ce n'est même pas enseigné au collège, ni au second cycle. Ce n'est que dans certaines filières de l'université qu'on peut parler de ça. C'est pour la jeune génération, moi j'ai l'impression qu'on a même envie d'enterrer la conférence des forces vives des nations. J'ai l'impression que les actes ne permettent pas que les acquis de la conférence des forces vives des nations soient toujours soient pérennisés. Et donc, en dehors de cela, oui, vous voyez, même les travaux ont supprimé beaucoup de choses qui historiquement sont quand même, pouvaient même interpeller, pouvaient même déjà amener la curiosité à mieux fouiller, à mieux chercher les informations. On a plus le PLM à l'EIO. Voilà, il y a pas mal de choses. Musée de la conférence nationale. Le musée de la conférence nationale. Et moi, je suis quand même, je pense que je fais partie de cette... Je n'ai pas vécu la conférence. On m'a parlé de la conférence. Ah bon? Oui, moi, on m'a parlé de la conférence. Vous n'étiez pas encore né? Bon, vous étiez encore en petite culotte en caleçon, pour ne pas dire. À vrai dire, j'étais pas encore né. J'étais pas encore né. Donc, la conférence, elle vient de 2 ans de plus que moi. Donc, voilà. Vous imaginez. Donc, quand on dit que c'est l'ancienne code, qu'on tisse la nouvelle code. Vous voyez, tout ce que, moi, je trouve que, pour ce que j'ai entendu récemment de la conférence, j'ai du mal. Et je pense que, oui, il y a des choses qu'il faut préserver, il y a des choses qu'il faut valoriser. Et la conférence des forces vives des nations en fait partie. Et aujourd'hui, la conférence des forces vives des nations a fait triompher quand même le pardon, l'acceptation de l'autre, et voilà, un nouveau départ. C'est ce un grand nouveau départ. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que chaque Béninois veut. On ne peut pas, on ne va pas critiquer, on ne va pas peut-être dire que tout ce que Talon a fait n'est pas bon. Non. Au-delà de tout, le pays devient de plus en plus beau. Ça, on le reconnaît. Il y a de jolis marchés. Ça, on le reconnaît. Il y a certaines avancées. Mais s'il n'y a pas des assises pour Talon qui est en train de finir, celui qui va venir, comment on pense que cela pourra se poursuivre normalement? Il y a des choses que nous regrettons, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire les fils du pays qui ne sont plus là. Et donc, on a quand même envie, qu'à un moment donné, qu'on s'asseye sur une même table. Le gouvernement a montré qu'il est capable de le faire. Qu'on s'asseye sur une même table et qu'on discute de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut corriger, et de comment est-ce qu'il faut aussi prendre encore un autre nouveau départ. Après 35 ans, je pense que c'est un cycle qui est terminé. Il faut renouveler comment on appelle, ces assises-là, et que ce soit une marque béninoise, et ça va être apprécié de tous. Donc, moi, je pense que, oui, il y a beaucoup d'acquis de la
conférence des forces vives des nations qui sont en train de disparaître. Et nous qui n'avons pas vécu, si aujourd'hui il y a des assises, ça veut dire qu'on pourra au moins dire qu'en notre temps, on a vu aussi le Bénin s'asseoir pour décider du futur. Donc vous aussi, on va dire que vous êtes un témoin vivant de ce défaut-là des enseignements des acquis de la conférence nationale. Parce que si on vous l'avait enseigné, par exemple, dans les basses classes, vous ne seriez pas en train de le dire. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment pour nous d'inviter quand même les acteurs de l'éducation nationale? Aujourd'hui, nous avons un Conseil national de l'éducation. Est-ce qu'il réinvente un peu les curricula? Pourquoi on laisse ce qui nous touche et on vient nous enseigner ce qui est très lointain, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les conférences de Yalta, je ne sais pas. Est-ce que nous ne gagnerons pas à tourner les phares vers nous-mêmes? Emmanuel Naboussou. Pour que les travaux de la conférence sur le février 90 soient enseignés, encore faudrait-il que la volonté politique y soit. C'est de cela que je parle. Encore faudrait-il aussi que les acteurs politiques, toutes catégories confondues, pas parce qu'aujourd'hui on se retrouve du côté de la moelle présidentielle, on peut jeter le problème sur la conférence nationale. Vous avez entendu comme moi des gens qualifier cette conférence nationale-là de parodie de conférence, de parodie d'assises, parce que pour eux, cette conférence nationale n'a rien apporté de fondamentalement nouveau ou de fondamentalement démocratique à la nation béninoise. Si les Béninois peuvent s'asseoir, entrer en eux-mêmes, donc faire ce qu'on appelle l'introspection et comprendre que cette conférence en février 90, du 19 février 90, je mets de côté les travaux préparatoires, s'ils peuvent comprendre, décideurs d'aujourd'hui, que cette conférence nationale a été le déclic, a été l'élément modificateur de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui comme liberté, s'ils peuvent comprendre ça, mettant grand bien leur en face. Mais malheureusement, vous en voyez dedans pour qui la conférence nationale n'a jamais existé, pour qui la conférence nationale n'a été que du pipeau, pour qui la conférence nationale n'a jamais été un élément qui a apporté quoi que ce soit à la nation. Ils sont prêts à tout remettre en cause. Ce n'est pas possible. Et quand c'est comme ça, pour qu'on nous enseigne la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et qu'on parle de la bataille de Dien Bien Phu, qu'on parle de la guerre des tranchées, qu'on parle du traité de Versailles, il a fallu que des gens de certains niveaux s'asseyent, se disent ça, c'est une matière à enseigner, c'est une spécialité à enseigner. Mais malheureusement, il se fait que nous-mêmes qui avons été acteurs de la conférence nationale, à part quelques-uns aujourd'hui qui se tiennent encore droit debout devant derrière cette idée-là, tous sont remis en cause de la conférence parce qu'ils se disent que ça n'a rien apporté de concret. Kanida Zanaï, dans son développement, dit que la conférence a consacré une certaine, une contradiction au Parlement. On a dit il faut une minorité et une majorité au Parlement. Et que c'est parce qu'il y a eu absence de cette minorité en 2019 qu'il y a eu cette modification de la Constitution qui permet à Patrice Talon de faire 45 jours en plus et de pouvoir être élu là où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu effectivement un parlement monocolore? On me dira qu'il y a eu une minorité parlementaire, majorité parlementaire. Ben, est-ce que ces minorités, en des termes, selon l'essence même de la conférence, en des termes tels que prévus par la majorité opposition. C'est pas le cas. Donc, je pense que pour qu'on enseigne ça à nos enfants, il faudrait d'abord que les acteurs politiques, tous bords confondus, s'asseyent et que chacun puisse dire, oui, cette conférence, nous la reconnaissons comme ayant apporté quelque chose de nouveau au Bénin. Sinon, vous enseignez ça à un enfant, il va à la maison, il dit à son père, qui est peut-être du côté de ceux qui sont pourfendeurs de la conférence, il va dire, sortez mon enfant de cette école parce que la conférence nationale ne doit pas être enseignée. Parce que, justement, lui, il n'en était pas un acteur. Parce que lui, justement, il n'a jamais vécu les faits et les actes d'avant-conférence. Parce que lui, il ne sait pas ce que nous, on a vécu en 89, nous, on a vécu en 88, nous, on a vécu en 87. Il y en a qui, aujourd'hui, oublient que nous, notre génération, a vécu 2 années blanches. Il y en a qui ont oublié que nous, notre génération là,
qu'on était des enfants qui couraient tout le temps dans les rues de Cotonou parce que les étudiants, parce que les Thérèse Wangwa, les consorts nous sortaient des cours et on courait. C'était la période de l'acide. On vous aspergeait d'acide. Les nuits, on ne restait pas au portail parce que si vous restez au portail, les gens passent sur moto et vous aspergent d'acide. Et on a vécu dans cette peur bleue-là tout le temps avant la conférence nationale. Des gens oublient que nous, on a souffert. Des gens oublient que des gens ont perdu la vue. À cause de l'acide qu'on a versé, sur leur... Je suis obligé d'évoquer aussi un point de l'histoire, puisque nous on était à Boyko à l'époque, et élèves, au CG1 Boyko, on devrait passer le mur, parce que pour éviter l'invasion, on va dire, des étudiants qui étaient venus nous déloger. Et c'était la psychose générale. Beaucoup se sont cassés les bras. Vous êtes en plein cours et on dit Yedja. Et vous devez courir, vous devez sauter le mur pour éviter d'être envahi par ceux qui viennent de... Mais écoutez, on a vécu ça. Et c'est pas gaieté de cœur. Je vous dis, la conférence nationale pour nous a été un événement très heureux. Quand à l'issue de l'Assemblée générale, Mathieu Kérékou a dit la conférence est souveraine dans ce pays, il fallait voir, tout le monde a applaudi, tout le monde, y compris ceux qui étaient au Père Malédion applaudi, ceux qui étaient dans la rue de Cotonou, dans leur maison également applaudi parce que on se demandait, il y a eu une explosion générale de joie. Donc vraiment, si les gens ne veulent pas aujourd'hui qu'on en parle, c'est pas grave. L'histoire retiendra que la conférence nationale a été une très bonne chose. Malheureusement, le Conseil national de l'éducation aujourd'hui mis en place par le président Talon, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. C'était l'une de ses grandes annonces au cours de sa campagne électorale. Il l'a concrétisé. Est-ce que ce conseil-là ne gagnerait-il pas à s'asseoir pour délibérer sur une question sur celle-là, comme celle-là par exemple? Avant que le Conseil national de l'éducation ne délibère sur une question comme celle-là, il faudrait d'abord qu'il y ait le politique derrière. Il faudrait que celui qui est élu président de la République puisse dire oui, je veux qu'on donne tout le poids qu'il faut au travail de la conférence nationale, qu'on puisse l'enseigner dans nos universités. Mais lorsque quelqu'un peut se lever parce qu'il soutient Patrice Talon et dit la conférence c'est rien, l'autre se lève de l'autre côté et dit la conférence nationale c'était un poison, l'autre dit la conférence nationale ça n'a rien apporté de concret, vous voulez qu'il y ait quelle initiative de la part du Conseil national de l'éducation? Il n'y aura pas d'initiative, malheureusement on sera là et vous avez vu, on est en train d'effacer tout ce qu'il y a comme mémoire de la conférence nationale. Après, des gens ne pourront plus dire, c'est là où j'étais assis, au moment où De Souza prononçait son discours, c'est là où j'étais assis quand Maître Adamo Graz d'Almeida était là, c'est là où j'étais assis quand Théodore Olo, quand Joseph Djagbenou, quand Kondete, quand Maga, quand, Aroma Degbe, quand Emile Delezessou, ils ne pourront rien dire parce que malheureusement tout est déjà parti. Nous allons quand même prier à ce que ceux qui doivent quand même faire quelque chose dans ce sens, l'aperçoivent. Moi, je demeure quand même convaincu que si le CNE décidait quand même de tracer une piste, ça pourrait ramener du monde quand même. Oui, moi, je suis de même avis. Parce que, ouais, quand on prend les écoles françaises qui sont installées au Bénin ici, les enfants qui y vont étudient les Mitterrand, étudient les grandes personnalités françaises. Les Maréchal Pétain, c'est ça, les grandes personnalités françaises. Pourquoi, dans notre système éducatif, on ne peut pas s'entendre pour dire qu'il faut que l'histoire du Bénin même soit très bien enseignée? Ça, c'est... Je suis quand même écœuré d'entendre qu'il y aurait des gens qui penseraient que la conférence des forces vives des nations n'a rien apporté. Je pense que ceux-là, effectivement, soit ils ne veulent pas, soit ils avaient certains intérêts qui ont été peut-être certains intérêts très égoïstes, qui n'ont pas, que la conférence des forces vives des nations a arrêté. Sinon, on ne peut pas dire que cette conférence n'a rien apporté. On était sous un régime de dictature. Les gens, quand on écoute ceux qui y vivaient, la peur qui régnait dans le temps, la terreur. C'était la psychose générale. Hein? Mais que la personne qui incarnait cela, à un moment donné, se remette en cause et accepte, s'humilie et accepte que cette conférence soit souveraine.
et il a accepté les décisions qui ont été prises au niveau de la conférence des forces vives de la nation. Je crois que peut-être on banalise certaines décisions, mais on n'a pas aidé. Mais beaucoup de personnes avaient subi le martyre autour de pendant la gouvernance de Mathieu Kérékou, pendant que c'était une dictature. Mais ces mêmes personnes étaient assises dans la salle. Et ont dû pardonner. Mathieu Kérékou également, voyant tout ce mal qu'il a fait à toutes ces personnes-là, ne s'est pas dit, attention, si je laisse la main, je suis foutu. Mais il a aussi accepté. Mais je pense qu'au-delà de tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas su valoriser. Ça, c'est du vrai béninois. C'est quelque chose qu'on pouvait... Normalement, quand on dit béninoiserie, pour toujours désigner des choses qui sont vilaines, là. On aurait pu chercher un mot qui valorise le béninois par rapport à cet esprit qui a régné pendant ces jours de la conférence des forces vives des nations. C'est pas 2 jours, c'était plusieurs jours. Mais les gens sont restés... Non, quand même, si quelqu'un dit que la conférence des forces vives des nations n'a rien apporté à ce pays et que c'était du pipeau, je pense que cette personne, vraiment, nous qui n'avons pas vécu, même à entendre juste 2 personnes. La dernière fois, c'est Théodore Lo est passé, dit un peu ce qui s'est passé, Robert Dossou est passé, dit ce qui s'est passé. Ils ont même sorti des mots où plusieurs personnes qui ont assisté à la conférence des forces vives des nations disaient qu'eux, ils n'ont jamais su ce côté de la conférence. Même Théodore Lo lui-même. Ils ont fait des témoignages en fait. Et quand Théodore Lo a fini de faire son témoignage, Robert Dossou a dit que lui ne savait pas ce point de cette conférence. Et quand il a fini, lui aussi il a fait un témoignage dont Théodore Lo aussi lui-même ne savait pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a des informations qui sont éparpillées. On devrait tout faire pour que ce qui a été fait en amont, ce qui a été fait pendant. Parce que est-ce que vous savez que même le jour de la conférence, même les décisions qui ont été prises là, apparemment à la présidence, les gens ont encore modifié les décisions. Et ce qui devait être publié n'était pas ce qui a été décidé à la conférence des forces vives des nations. Donc il a fallu que certaines personnes apprennent cela, prennent les taureaux par les cornes, et ça à l'insu du président Mathieu Kérékou. Vous voyez ça? Donc il a fallu que les gens interprètent. Général, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a les choses qui sont modifiées. Je lui ai dit, mais comment? Moi, mais le papier, j'ai signé, je n'ai pas su que... Et il a pris cet élément, il dit, mais président, si vous faites erreur de signer ce qu'ils ont fait là, vous allez avoir des problèmes. Il dit, non, je signe. Donc, si je vous dis ce jour-là que certains secrets sont sortis et on permet à ce que chacun encore en gagne. Donc, au-delà de tout, normalement, le 28 février devrait être un jour spécial au Bénin. Devrait être une journée nationale de la cohésion nationale, bien sûr. De la fraternité, du triomphe de la fraternité du Bénin. Ça fait partie de notre devise. C'est le premier mot de notre devise. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on a vécu ça réellement. C'est l'occasion de tout faire pour que cette valeur réside. Enfin, comment on appelle le mot m'échappe là. Résiste autant pour que chaque Béninois se rappelle que à chaque fois, si ça ne va pas, il y a un moyen par lequel seul le Béninois est capable de le faire. Ou la journée nationale du sursaut national. Pourquoi pas. Emma Daniaboussou, on va clore ce chapitre très rapidement en revenant sur les propos de candidat Zanaï, par exemple, par rapport à la succession au président Talon. Oui, abordant ce volet de la question, l'homme trouve effectivement que Patrice Talon n'a pas travaillé à positionner quelqu'un qu'on sait jusque-là, quelqu'un qui est déjà mis à découvert par les partis politiques. Et il se désole du fait que jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun parti politique, que ce soit de la mouvance de l'opposition, ne parvient, nous n'a eu le courage de dire voici notre candidat. Et mieux, je vous l'avais dit dans une émission, j'ai dit chaque fois que le chef de l'État invite des médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour un message, c'est qu'il me fait passer un message. Il a réussi parce qu'il sentait qu'il y a un doute sur le dossier d'atteinte à la sécurité de l'État. Il a essayé de montrer combien de fois il est vraiment touché, combien de fois il est choqué par ce qui est arrivé. Mais sur l'autre question également concernant la candidature commune possible entre lui et Boni Yayi, il a également dit oui, c'est possible qu'ils aient un candidat commun entre Yayi Boni et lui. Yayi Boni, c'est l'opposition, à ce que nous sachions. Patrice Talon, c'est la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour que nous ayons un candidat commun
opposition, mouvance présidentielle. Vous savez, ce que je voudrais dire, c'est les Béninois ne sont pas dupes. Si les Béninois ont positionné Patrice Talon, c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'une clochardisation du pouvoir après Yahi Boni. Ils ne voulaient pas que Boni Yahi positionna, comment dit-on, le docteur, en tout cas le banquier Zissou, Lionel Zissou, pour faire de lui un clochard. C'est pour ça qu'ils ont dit, on préfère prendre quelqu'un qui va nous aider à voir clair dans la gestion de Boni Yahi. Et donc, Patrice Talon, effectivement, à bon nom, quelqu'un que les gens savaient en antagonisme avec Yahi Boni, a été élu. Patrice Talon n'a pas oublié comment il a été élu. Il a été élu au premier tour sans le soutien des partis politiques. C'est seulement les mouvements politiques qui l'ont aidé. Et c'est seulement au second tour que les partis sont venus maintenant à accord de gouvernement. Regarder le jeu. Voilà, donc, il doit comprendre que le Béninois, je le dis souvent, ça peut changer. C'est pas une nation, c'est pas taillé dans du marbre. Ils peuvent changer demain, mais les Béninois ont toujours remis en cause le système du Dauphinat. Les Béninois ont toujours préféré avoir un autre visage. On dit souvent en Fongbe, et Niblo et Tomboyi, mais quand vous interrogez les Béninois, c'est ce qu'ils vous disent. Donc aujourd'hui, il tient aux 10 ans. Il tient aux 10 ans. Il est là, il fait ses 10 ans, il s'en va. C'est 2 mandats. Allez voir les Béninois entre le premier et le second mandat, ils vous disent non, il est élu pour le premier mandat, laissez-le faire son second mandat. S'il finit son second mandat, il va partir. Donc si Patrice Talon peut intégrer dans ses calculs cette sociologie politique chez nous au Bénin, je pense qu'il gagnerait, bon, peut-être à choisir ou à ne même pas désigner un dauphin, parce qu'un dauphin désigné, on a vécu l'expérience avec beaucoup de chefs d'État ici au Bénin, et l'expérience a montré que jamais un dauphin n'a réussi à se faire élire. Peut-être que Patrice Talon, un chef d'État n'a jamais réussi à imposer un dauphin qui soit devenu président de la République. Voilà, donc au Bénin, c'est un principe chez nous au Bénin. Un chef d'État n'a jamais réussi à placer un dauphin qui connaisse la réussite. Peut-être que Patrice Talon peut changer la donne, et on ne sait pas encore. On ne sait pas. Est-ce que vous souhaiteriez aller aussi dans le même sens? Oui, bien sûr. Là, il n'y a plus de contradiction dans l'émission. Hein? Non, bon, il y a certains faits qui sont difficiles à contredire quand c'est quand même... ce n'est pas comme si on n'est pas dans un camp pour un autre. On n'est pas obligé d'être contre. Bien sûr. On se retrouve quand même, on est en train de... On est en phase. En phase. Donc, vous voyez, donc je pense aussi que, oui, au-delà de tout, Patrice Talon est quand même stratège. Même déjà, le fait qu'il envoie un message pour dire qu'il pourrait avoir le même candidat que l'opposition, c'est déjà une façon d'embrouiller le peuple. Mais j'attaque sa conclusion qui dit que peut-être que Patrice Talon pourrait faire le miracle. Mais certains reprochent à l'opposition, aux démocrates ou à Boni Yahi de se taire jusque-là sur la question. Parce que les gens se disent, bon, est-ce que c'est pas un complot encore qui est en train d'être ourdi sur la tête du peuple? Oui. Bon, écoutez, tout ce que, en ce moment, ce que nous devons tous reconnaître, au Bénin, parfois les rumeurs finissent toujours par se confirmer. C'est-à-dire que... Généralement. C'est tous ces dernières années. Généralement, la rumeur se confirme. C'est ça. Donc, au Bénin. Donc, c'est pour dire que, quelque part, la stratégie de Patrice Talon est très forte. Lui, il a une façon d'envoyer la rumeur. Et... quitte à vous de vous débattre. de confirmer. On vous mélange un peu. Actuellement, Patrice Talon a réussi quand même à affaiblir l'opposition, à ne pas laisser l'opposition d'avoir une certaine influence, de vouloir lui barrer la voie. Ce n'est pas la même chose que quand Yahi finissait. Quand Yahi finissait, l'opposition était avait le vent en poupe. C'est ça. Elle était populaire. Et les syndicalistes, tout le monde était dans la vague. Et puis, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un esprit mitigé, même sur l'opposition. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, quelque part, le miracle de Talon pourrait bien fonctionner si dans la tête de la population, rien n'est clair.
puisque c'est les mêmes personnes, c'est presque les mêmes personnes qui sont toujours là d'une certaine manière. Il y a des nouveaux qui s'immiscent, mais bon, l'opposition ancienne et parfois l'ancienne opposition, et donc je crois qu'au-delà de tout, chacun doit rester dans ses bottes. Moi, ce que je veux dire, c'est que chacun reste dans ses bottes. Si l'opposition va écouter la rumeur ou bien ce que les gens leur disent pour peut-être se laisser influencer, ils risquent de se tromper. Ils n'ont qu'à avoir une ligne qu'ils suivent. Mais n'est pas rester aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que l'opposition nous dise quelque chose? C'est pour ça que je dis que ne pas rester à l'ombre tout le temps, à l'ombre de comment on appelle, du président de la République, de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État joue avec eux. Il fait semblant, c'est tellement lui là son candidat. C'est lui, la façon dont il parle. Il a fait danser le tipenti, comme je le dirais l'autre. C'est ça. Donc, s'ils suivent le rythme du chef de l'État, ils seront surpris. Aujourd'hui, ils n'ont même pas assez. Même les activités sont très limitées. Donc, pendant ce temps, il y a beaucoup de médias qui sont à la solde du chef de l'État. Ce qu'il veut, ça circule facilement. Ce qu'il veut faire, c'est ça qui passe comme une rumeur. Donc, moi, je vais dire à l'opposition peut-être de sortir un peu du jeu, du système, d'oser. En ce moment, s'il ne peut pas oser nous sortir un candidat, ça risque de le surprendre aussi. Il faut qu'il ose. S'il pense qu'ils n'ont aussi personne qui soit assez clean, en fait, c'est l'idée que ça laisse croire, en fait. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas une personne assez clean qui peut jeter maintenant sans être sûr qu'on peut le balayer la voie. Là, c'est pas bon. Eux, ils doivent prendre le risque de sortir un nom et de commencer par travailler autour de lui. Même si et la personne aussi doit être assez courageuse pour ne pas avoir peur de ce qui va devenir. Donc, enfin, on peut pas vouloir diriger le pays et avoir peur des conséquences. Donc, je pense qu'au-delà de tout, s'ils ne sont pas assez courageux pour nous sortir des candidats maintenant, s'ils ne sont pas assez courageux pour nous sortir des normes maintenant, ils vont tomber dans le pied du président de la République et facilement son candidat passera. Et donc, vous voulez dire que leur silence est en train de donner du contenu, on va dire, du poids au propos du chef de l'État. Bien sûr, parce que c'est clair, même quand on les empêche de faire les activités, bon, quel genre d'activité c'est vrai que c'est pour être en contact du chef de l'État et être en contact de la population, peut-être dénoncer certaines choses mais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose. Tout le monde dit l'opposition doit aussi proposer quelque chose. L'opposition doit aussi, en ce moment, déjà avoir un projet de société qui est très bien connu, qui doit vraiment avoir un nom, qui peut déjà devenir une marque, la future marque de gouvernance. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est ça, quoi. Enfin, ils sont tombés trop dans le piège du président, qui, aujourd'hui, n'a pas besoin de grand-chose pour montrer que quelque chose, quand même, est fait. C'est clair. Oui, donc si eux, ils ne peuvent pas nous sortir quelqu'un, s'ils ne peuvent pas nous sortir un projet de société pour lequel ils défendent, ça va être compliqué à la dernière minute. Qu'on appelle le citoyen lambda, c'est ça qu'il attend. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a des failles de la gouvernance passée, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, le vivre ensemble, qui est mis à mal quand même. Donc, c'est des points sur lesquels l'opposition doit pouvoir peser et montrer comment est-ce qu'ils sont ouverts à une réconciliation nationale, à l'intégration de tout le monde. Il faut qu'il y ait un projet de société assez clair pour convaincre les gens à suivre. Il faut quand même se désoler du fait que ce soit un analyste politique de la terme de Manuel Tambéré qui dicte à l'opposition ce qu'elle doit faire. On a l'impression, je finis en 2 secondes, on a l'impression que l'opposition laisse le serpent et tape dans le feuillage, c'est-à-dire Emondaraï, Bodo Kozindo, Amamewe. Parce que l'opposition, ceux qui font l'opposition aujourd'hui là, c'est les gens qui ont géré le pouvoir par le passé, qui savent mieux que quiconque ce qu'il faut faire pour évoluer. S'ils veulent se réveiller, ils n'ont qu'à se réveiller. S'ils ne veulent pas se réveiller, ils n'ont qu'à dormir de leur, ils vont mourir de leur belle et propre mort. Nous, on sera là pour jouir en son temps. Je pense que l'opposition, à Patrice Talon, sait ce qu'elle doit faire. Azali l'a dit dans son... Est-ce que vous êtes sûr que l'opposition sait vraiment ce qu'elle
doit faire ou ce qu'elle va faire pour s'en sortir. Moi, j'ai comme l'impression que l'opposition est vraiment à bout de souffle et est totalement sous le joug du président Patrice Talon. Oui, si l'opposition est sous le joug du président Patrice Talon, c'est que l'opposition a permis ce jeu-là. Vous vous rappelez l'élection législative 2023 dans ce pays, il y a une première liste démocrate qu'on a envoyée à la Sénat, laquelle liste n'a jamais été publiée. Il a fallu qu'il fasse recours à la Cour constitutionnelle parce que la liste a été rejetée, pour que la Cour constitutionnelle les autorise à déposer la liste après amendement et tout. Et c'est cette liste-là qu'on a publiée. Oui, donc, à remplacer. Voilà. A permis de remplacer des candidats potentiels. Alors même que dans les thèses de la République, cette pratique n'avait jamais été autorisée. Donc je pense que l'opposition, quand l'opposition a choisi de faire, je ne vais pas utiliser le mot, mais ça me vient à l'esprit, de la compromission, et aujourd'hui ça joue contre elle. L'opposition sait mieux que quiconque ce qu'elle doit faire. Malheureusement, l'opposition est là, gros gens debout et tout, en train de regarder. Boni Yahi, on ne sait pas à quelle sauce il veut manger les démocrates. Les démocrates, avec Gondé Eric et Nouré Nouachade, on ne sait pas à quelle sauce ils veulent qu'on les mange et tout. Et donc aujourd'hui, je pense que au sein de l'opposition, il y a un jeu flou, un jeu, comme vous l'avez dit, diffus, qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. D'accord, nous allons donc ainsi clore ce chapitre pour aller vers, et bien sûr, cette clarification. Et là, c'est le deuxième sujet de cette émission, le pont de Womé. L'opposition avait fait entendre un chiffre qu'elle venait contredire. Le ministre conseiller aux travaux publics, je crois, aux grands travaux, Jacques Ayadji, au lieu de 95 milliards de francs CFA entendus, c'est plutôt 15 ou 16 milliards de francs CFA. Est-ce que ceci ne remet pas les pendules à l'heure? C'est heureux que le ministre du conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, fasse ses sorties pour clarifier un peu les choses, parce que justement, c'est une infrastructure de franchissement, le pont 2 de Womé. Moi, je l'ai déjà pratiqué au moins deux, trois fois. C'est une belle infrastructure, sauf que c'est la chute, quand on descend du pont, quand on passe par Carrefour, mais quand on descend, à la descente du pont, on a constaté que rien n'a été fait pour nous montrer qu'on descend vraiment du pont. Il peut se passer beaucoup d'accidents à la descente de ce pont, parce que c'est une voie qui fait T, avec la voie qui donne au marché de Womé ou à Gbaingan de l'autre côté sous les. Donc ça fait directement T. Donc et il faut la finalisation de l'infrastructure, c'est pas encore ça. Il faut encore des travaux confortatifs. Il faut des travaux confortatifs pour qu'on ait un carrefour. Parce que quand on descend d'un pont comme ça, le mieux, l'idéal serait qu'on ait un petit carrefour là devant. C'est sûr que ça va entraîner des casses, si on doit le faire, mais j'ai l'impression que que c'est juste, on a pris ça au début comme étant juste une ruelle, et après là maintenant, si cette voie passe correctement, déjà que à Godomé ici, il vous est quasi impossible de quitter, de quitter la zone du siège de Godomé et de rallier l'échangeur de Godomé. Vous devez forcément passer sur l'échangeur ou sous l'échangeur pour aller, parce que les policiers ont bloqué la voie de Godomé. Godomou, ils ont bloqué la seconde petite voie qui est au pont même de Godomou directement, de sorte que si vous devez quitter la zone de PR14 aujourd'hui et aller à Calavi, vous devez soit aller passer sur l'échangeur ou passer sous l'échangeur. Je ne sais pas quelle est cette politique-là de la police de Godomé et tout, mais toujours est-il que l'infrastructure, l'opposition a prêché le faux pour avoir le vrai. Il y en a qui pensent ça. Je le pense aussi. Est-ce qu'il faut forcément attendre que des voix de l'opposition se lèvent pour sortir des chiffres assez gargantuesques comme ça, avant que le pouvoir ne vienne nous donner les vrais chiffres? Je pense qu'il faut, à mon avis, travailler à ce qu'on n'ait plus de ces genres d'infox avant qu'on ait la vraie information. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Emmanuel Tambéré, que les œuvres de cette nature, le gouvernement n'est pas toujours prompt à en révéler, le coût global, combien ça a coûté? Est-ce que c'est pas ça qui, donne lieu à ces prédications du faux pour avoir le vrai? Oui, et bien sûr que c'est vrai. Je pense que c'est pour cette raison que moi, personnellement, sur ce sujet, je ne saurais que quoi, en fait, parce que
je ne peux pas penser que l'opposition se lève dans un petit bureau, s'asseoir et venir proposer un chiffre. Je me suis dit que certainement ils ont mené une petite enquête. Peut-être qu'ils ont eu 2 entrepreneurs, à combien vous avez gagné, combien vous avez remis. Ils ont essayé de rassembler ces montants-là avant de pouvoir proposer un montant. Même si jusqu'à 95, l'écart est assez grand pour qu'on puisse... moi je trouve que si c'était assez faux, c'est digne quand même c'est une diffamation en fait. C'est assez grave de tromper jusqu'à ce point. Maintenant, si le gouvernement se limite juste à peut-être démentir légèrement l'information, quelque part, je pense que oui, il y a, on peut se poser des questions. On a vu aussi au Sénégal où un président est parti en dissimulant une grosse dette pour le pays. Donc, ça veut dire que ça doit nous interpeller. Ce n'est pas qu'on ne peut pas s'asseoir et prendre les informations officielles comme des paroles d'évangile. Donc, je pense qu'au-delà de tout, et surtout que le passé nous a montré que vraiment, pour les grands chantiers, le gouvernement n'a pas souvent envie de communiquer les coûts. Donc, même le boulevard de la Marina, il a fallu aussi que l'opposition donne un montant pour qu'il y ait encore quelques démentis. Jusqu'aujourd'hui, la statue de l'Amazon, de Bioguera et certains chantiers, on ne connaît pas les coûts. Je ne sais pas si la reine du Vaudou de Ouida aussi, on connaît le coût qui a été... donc, ouais, il y a de ces gros chantiers pour lesquels le gouvernement ne veut pas donner des vrais chiffres. Pourquoi? Bon, c'est tellement parce qu'ils savent que le Bénin n'est pas habitué à ces chiffres-là. Si on entend, on peut s'évanouir. Pendant qu'on a besoin du minimum pour délayer au moins Bongari avec un bon coulis, on va entendre de tels. Donc je me dis qu'au-delà de tout... Vous aussi apprenez à manger un peu les vraies choses. Le Gali coulis et tout ça, là, c'est quoi? Mais c'est depuis béninois. Il y a du Gali VIP, hein. Ah oui? Si vous voyez, vous avez apprécié là. D'accord. Gali coulis, lait, puis glace, c'est pas pour n'importe quoi. Ah d'accord, donc il y a le délayage VIP. Donc c'est pourquoi je suis très mitigé. Je ne sais pas qui quoi. Peut-être que si les audits après la gouvernance de Talon pourraient peut-être révéler certaines choses, on va attendre voir. Mais le coup, est-ce qu'il faut même se tracasser pour... on va donner juste notre avis. Voilà mon avis. Et je pense que beaucoup de personnes se partageraient peut-être mon avis. À savoir ne pas... On ne sait pas qui dit la vérité. D'accord. On va demander au gouvernement de rendre beaucoup plus souvent visibles les chiffres, pour que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir. Il reste plus beaucoup de temps. Il y a beaucoup de on est quand même à plus de 7 mois. Hein. Ah bon. En tout cas, je pense que si c'est maintenant qu'il faut commencer, le mieux serait de nous sortir un tableau de réalisation avec le coût depuis la rupture, depuis le début de la rupture. Et là, voilà, ça va nous rassurer. D'accord. Pourquoi pas? Il faudra y penser. Emmanuel Mboussou, on va atterrir par ce sujet-là qui vous intéresse. Je sais que vous êtes un footeux, un amoureux du Kouiran. Tout à fait. Et Gana Dror et la Fédération béninoise de football se sont rencontrés. Ils se sont dit des vérités. Et je crois que Gana Dror aura servi, c'était une bonne vérité, de cette tripes à la Fédération béninoise de football. Je pense que cette initiative est une première. Est-ce qu'il faut la saluer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, comment dit-on, s'en contenter? Je ne sais pas le dire également. Parce que je ne peux pas comprendre que les fonds du contribuable soient utilisés par une fédération pour alimenter une équipe nationale et que tout se passe un peu dans le pays comme si... les fonds passent par perte et profit, c'est-à-dire on les utilise et puis on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un.
Non. On s'en soucie guère. On s'en soucie guère. C'est-à-dire, on va dans des hôtels, on dort, on se promène, on va sur le rectangle vert, on prend le ballon, on s'amuse avec nos cœurs. Il y en a qui peut-être ont des arrêts cardiaques parce que quelqu'un a foutu du bordel sur le terrain, sur le rectangle vert. À gaspiller des occasions. À gaspiller de très belles occasions. Non, je pense que c'est des rencontres comme ça, il faut en souhaiter davantage et il faut en souhaiter de plus houleuses. Donc, vous finissez par applaudir ces genres de rencontres. Parce que ça n'a que trop duré. Excusez. Je pense que des rencontres comme ça, on m'a dit que quand ils ont fini de se voir devant les caméras, que le sélectionneur a été reçu à domicile par le président de la fédération pour un partage de repas. Oui, c'est pas mal. Mais moi, des rencontres comme ça, moi, j'aurais voulu qu'on finisse et que chacun puisse rentrer à la maison et faire son introspection pour savoir nous dire exactement ce qui fait que les choses ne marchent pas. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si l'équipe béninoise a ce qu'on appelle des mannequins de football. L'équipe féminine du Ghana. Vous voulez parler des mascottes? Non, les mannequins. Les mannequins. Oui, quand le mannequin est positionné devant le joueur et il suppose que c'est un joueur qui est devant lui. Et c'est avec ça il fait les dribbles. D'accord. Ok, ça c'est pour les entraînements. Pour les entraînements. D'accord. Je ne sais pas si l'équipe béninoise a des mannequins de football. Et si l'équipe béninoise des Guépards en a, il faut alors qu'on puisse faire en sorte que les autres équipes des autres catégories puissent en bénéficier. Parce que quand vous voyez une équipe olympique des Black Stars du Ghana, qui vient je sais pas, pour une séance d'entraînement avec tout ce que cette équipe a comme matériel, vous demandez si le Bénin est vraiment prêt pour le football. Gernot Rohr l'a dit, il dit que l'équipe nationale du Bénin est en construction. Ça veut dire qu'il confirme que nous ne sommes pas encore totalement prêts. Il dit qu'il est venu avec une moyenne d'âge de 30 ans et que désormais, il ramène la moyenne d'âge à 25 ans et tout. Et il parle également du temps de jeu de nos joueurs. Il dit que nous avons des joueurs qui n'ont pas un temps de jeu assez satisfaisant. Ça veut dire que des gens, ils sont dans leur club, mais ils ne jouent pas. Ils s'asseyent sur les bancs de touche et ils applaudissent. C'est eux qui se lèvent pour soulever quand les autres ont mis des buts. Et c'est eux que nous devons utiliser ici pour jouer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans nos clubs là? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans nos quartiers? Heureusement qu'il y a désormais les clubs, les jeux scolaires, universitaires et tout. Il faut qu'on aille dénicher des talents. Il y en a. Je vous dis qu'on aille à Somberekou, qu'on aille à Somburaru, qu'on aille à Peporiakou, qu'on aille dans des zones pour dénicher de ces talents. Il y en a. Je vous dis, il y en a. La preuve, j'ai encore lu dans les journaux aujourd'hui qu'il y a un jeune de l'US Craqué qui a signé encore de la division Portugal. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas nous chercher ces jeunes-là pour qu'on ait un fond de jeu, pour qu'on ait des gens qui ont vraiment un temps de jeu sur le terrain? Donc je pense que c'est une rencontre qui n'est pas mauvaise en soi, mais on gagnerait à nous offrir de meilleures bien rencontres pour que les sélectionneurs cessent de penser que quand qu'ils peuvent dilapider les fonds comme ça et en faire ce qu'ils veulent. Emmanuel Tambéré. Oui, vous savez... Là, vous avez ce que vous aimez. Pardon? Vous avez ce que vous aimez. Oui. Le plat dont vous aimez vous graver. Bien sûr. Mais vous savez, par rapport à l'équipe du Bénin, si on veut calculer l'investissement qui a été... qu'on entend même les sélectionneurs, on a l'impression que c'est vraiment de l'argent jeté à la fenêtre en fait. Parce que le football béninois ne nous a toujours fait que un peu plus du mal que du bien. On est devenu très bon calculateur. Il faut que telle personne échoue, il faut que telle personne perde, il faut qu'on gagne tel match. On a toujours été comme ça jusqu'à la dernière minute. Et quelquefois, ça nous marche. Comme cette année, nous sommes à la CAN. Mais à la Coupe du Monde, je pense qu'on était dans un groupe qui nous était favorable.
notre groupe était favorable pour quand même, et le Nigeria avait déjà fait 2 faux pas qui nous ouvrait vraiment une grande porte pour cette coupe-là. Mais là, on va continuer le match. Hein. Moi, je ne suis plus certain de la qualification du Bénin pour la Coupe du Monde. Les vérités se sont dites. Et si on est d'accord que l'équipe du Bénin est en construction, ce n'est pas donc ceux qui n'ont pas le temps de jouer qu'il faut prendre. C'est ici. C'est ceux qui connaissent la chaleur d'ici. C'est ceux qui courent sur les terrains de pierre d'ici. Les terrains rocailleux. D'ici. Qu'il faut investir d'épines. Oui, c'est ceux-là qu'il faut prendre pour construire une équipe. On ne peut pas dire qu'on est en train de construire une équipe et on amène toujours les gens qui sont en train de gagner par en zone tempérée. Donc, vous voyez, moi je pense qu'au-delà de tout, on a aujourd'hui dans nos championnats, c'est vrai, on a des gens qui ont le poumon, on a des gens qui peuvent courir 90 minutes sans se fatiguer, parce qu'ils sont d'ici. Les gens sont au froid. On les amène ici, ils sont à 2 degrés, 4 degrés, 10 degrés ou plus. Ils viennent ici pour jouer 35 degrés, 34 degrés, et après 10 minutes, ils sont essoufflés. Vous voulez quoi? Donc, et les matchs qui se jouent en Afrique, ça ne se joue pas en Europe. Non, je pense qu'au-delà de tout, même les sélectionneurs là, les salaires, on entend souvent ça. Surtout ceux qui viennent de l'extérieur là. C'est énorme. Si on veut construire une équipe, prenons quelqu'un de chez nous. Travaillons à ce que l'équipe existe d'abord, avant de voir si on veut aller vers des grands calibres. On va peut-être débaucher Moreno pour l'amener au Bénin. Là, c'est encore plus intéressant. Mais moi, je ne suis pas contre le leadership de Gernot Roll. Hein. Je ne suis pas contre son leadership. Mais je pense que la fédération du Bénin ne devrait pas investir encore autant de moyens dans les sélectionneurs, dans d'autres choses, pour une équipe qui n'a pas encore commencé par nous produire un résultat qui nous réjouisse sérieusement. Pour moi, la meilleure équipe de l'équipe des écureuils, c'était les écureuils par le passé. C'était les Omar Tchomogo, les Seda Tchomogo, les Raza Komotu aussi. On avait même un fond de jeu en ce moment-là. Ouais. On avait des joueurs qu'on peut identifier. Aujourd'hui, vous sortez, faites un micro-trottoir, demandez les joueurs de l'équipe des Noirs. Les gens ne peuvent pas vous donner des noms. Ouais. Mais on avait des noms. Hein? Mais vous avez Steve Monnier, par exemple, qui est parmi les meilleurs buteurs. Steve Monnier, je crois que c'est d'avoir quitté Brest, hein, parce qu'à Brest, il était un titulaire incontestable. Il était même un acteur majeur de la qualification de Brest pour la Champions League. Et il avait une place respectable. Mais là, sa place est le banc. Et il a encore 0 but en championnat allemand. Bon, ça ne sert à rien. J'ai vu quand il est allé là-bas, on a acclamé pour dire que... Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour vos analyses très avisées sur chacun des points qui ont été abordés ce soir. Merci franchement. Emmanuel Neboussou, Emmanuel Tambéré. Allez, à vendredi prochain. Merci. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.